Bonjour. Alors, on atteint une dernière participante, sauf erreur de ma part, et on se lance d'ici 1 ou 2 minutes. Ah bah, c'est parti, je crois alors. Bonjour à toutes et à tous. Bah, écoutez, bienvenue pour ce webinaire de présentation du guide sur les règles d'éligibilité au CPF du bilan de compétences. Je pense que vous êtes toutes et tous des spécialistes de la question, avec beaucoup de questions, justement. Et l'idée de ce temps d'échange est de vous présenter le contenu du guide et surtout de réserver au moins la moitié de l'heure que nous avons impartie à ce webinaire à la réponse à vos questions. Donc, avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Christophe Marty, je suis journaliste spécialisé sur les questions de formation professionnelle pour une agence de presse qui s'appelle AEF Info. Et je vais essayer de me faire le plus discret possible. Donc, je vais poser le cadre méthodologique et puis je laisserai la parole aux sachants. Donc, 1 heure d'échange, au moins une demi-heure réservée aux réponses à vos questions. Pour cela, vous avez reçu hier, normalement, le lien qui vient de s'afficher pour Bicast. Pour des raisons de confort d'écoute et d'appropriation de ce qui se dit, on a choisi de ne pas activer le chat de Teams et de faire passer les questions via Bicast. Donc, vous n'hésitez pas. Certaines questions ont déjà été posées, d'autres peuvent arriver jusqu'à la fin de la session, aucun souci. Je me ferai le relais de la plupart des questions. Celles auxquelles on ne pourra pas répondre, une réponse sera apportée dans un FAQ qui sera mis en ligne par la CDC rapidement à l'issue de la journée de ce jour. Voilà, il y aura également la présentation qui sera aussi mise à disposition, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous intéressent dessus, vous l'aurez très rapidement aussi. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous allez avoir 3 intervenants qui vont vous présenter un petit peu ce guide et surtout, et pardon, vous avez vu passer très rapidement, je manque à tous mes devoirs, ce sont les CGU. Je pense que les habitués de mon compte formation savent à peu près ce que c'est, mais c'est grosso modo les règles d'utilisation de Bicast. Donc, aucun souci de ce point de vue-là. Donc, les 3 intervenants, Cécile Bertrand, qui est chef du pôle CPF de la DGFP, que vous devez voir sur le côté, Laurent Durin, qui est directeur de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts, et Géraldine Bourreau, qui est responsable du service régulation et financement au sein de la même direction de la CDC. Laurent, peut-être pour commencer et poser le cadre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la DGFP et la CDC ont jugé utile de publier ce guide sur les règles d'éligibilité, pardon, c'est un test de diction, au CPF du bilan de compétences, avec une petite question complémentaire, histoire de mettre les pieds dans le plat d'entrée de jeu. Est-ce que la publication de ce guide s'inscrit dans la volonté de la CDC de contrôler largement le champ de bilan de compétences, comme elle a pu le faire déjà sur d'autres thématiques, en particulier celle de la création et reprise d'entreprise. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'abord d'être avec nous à l'heure du déjeuner. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce webinaire soit consistant et nutritif. En préparant la séquence, on m'a expliqué que vous aviez rempli ce webinaire plus vite que le dernier concert de Madonna. Donc, ça montre l'intérêt qu'il y a autour du bilan de compétences. Et puis, avant de répondre, Christophe, à ta question, je voudrais particulièrement remercier ceux que vous ne voyez pas. Je pense à Flavio et à Laura qui sont pour ma direction en régie et sans qui ce webinaire n'aurait pas été possible, et à nos camarades d'informatique CDC qui ont mis en place toute l'infrastructure technique. Merci beaucoup pour eux. Je dois dire que c'est un moment un peu particulier pour nous aujourd'hui parce que depuis 4 ans que la Caisse des dépôts met en œuvre le CPF, on a beaucoup participé à des webinaires. On intervient dans les grands moments de la formation professionnelle tout au long de l'année, mais c'est la première fois qu'on organise un webinaire comme ça, dédié à une thématique. Et quelle thématique? Le bilan de compétences, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que c'est une prestation qui touche
à la manière dont les gens perçoivent leur récit biographique, la manière dont ils font le point sur ce qu'ils ont fait. Et c'est une prestation qui permet de se projeter vers l'avenir. Et donc, dans cette phase de notre société dans laquelle on va être confronté à des transformations importantes sur le champ du climat, sur le champ du numérique, et le rapport de France Stratégie sur les métiers 2030 nous indique aussi qu'on aura des pénuries de main-d'œuvre. Cette question du bilan de compétences et cette articulation entre le parcours des Français et la manière dont ils peuvent se reconvertir va être extrêmement essentielle dans les prochains mois, dans les prochaines années. Aujourd'hui, sur l'année 2022, c'est plus de 100 000 personnes qui ont bénéficié d'une prestation de bilan de compétences avec le CPF, avec des résultats qui sont satisfaisants, hein, on a un bon niveau de qualité sur le bilan de compétences, mais c'est une prestation à laquelle et pour laquelle on doit avoir une attention toute particulière, parce qu'elle touche à l'intime, parce qu'elle touche à la réconciliation biographique, et donc c'est une prestation toute particulière. On a aussi travaillé avec la DGEFP pour éditer ce guide, parce que certes, le bilan de compétences est un dispositif d'accompagnement, mais ce n'est pas n'importe quel dispositif d'accompagnement. Et j'ai envie de dire, si le bilan de compétences est un dispositif d'accompagnement, tous les accompagnements ne sont pas des bilans de compétences. Et donc, ça nous semblait impératif de pouvoir discriminer dans tout ce qui est la fonction de conseil, d'accompagnement, d'orientation, les prestations qui relevaient exclusivement du bilan de compétences tel que défini à l'article L6323-6 du Code du travail concernant l'éligibilité. Je dirais qu'on est très fiers de ce cahier des charges parce qu'on ne l'a pas produit seul, parce qu'on l'a produit avec l'ensemble des parties prenantes et des expertises autour du bilan de compétences. On l'a travaillé notamment avec les acteurs de la compétence, on l'a travaillé avec la FFP-ABC, on l'a travaillé avec tout un tas d'experts du bilan. Et je pense que le cahier des charges qu'on a produit fait consensus parmi les experts et les praticiens, et donc constitue pour nous un maître étalon de ce qu'est le bilan de compétences à l'intérieur du compte personnel de formation. Alors, la question sur les campagnes de contrôle. Moi, je souhaite resituer le cadre d'action de la Caisse des dépôts dans le cadre du CPF. Notre principale obsession, notre principale motivation, c'est de contribuer avec les opérateurs de formation à faire du CPF un endroit sécurisé, un endroit de qualité dans lequel les Français vont pouvoir trouver de quoi améliorer, modifier, découvrir de nouvelles compétences. Et cette obsession de la qualité et de la transparence sur l'offre, c'est notre guide. Et ça, on ne peut le faire qu'avec les synergies qu'on met en place avec les opérateurs de formation. Pour ce faire, et c'est un peu le mantra qu'on va essayer de développer, chaque fois qu'on aura à s'intéresser à un secteur d'activité du CPF, la méthode sera toujours la même. Grand 1, élaborer les cahiers des charges avec les parties prenantes. On ne va pas les écrire du haut de la montagne, on les écrit, on les coécrit, on les fait relire et on les partage. 2, en assurer l'information, la promotion, la vulgarisation, et c'est bien l'objet d'aujourd'hui de vous présenter ce cahier des charges, que chacun le comprenne. 3, laisser un temps aux opérateurs de formation pour s'ajuster et éventuellement modifier leurs pratiques si elles ne sont pas en lien avec le cahier des charges. Et 4, évidemment, après un temps d'adaptation, s'assurer que l'ensemble des prestations que nous proposons collectivement dans le cadre du CPF correspondent bien à ce cahier des charges. Donc oui, Christophe, on exercera des contrôles, ça fait partie des missions de la Caisse, et c'est important. Et on a plein d'acteurs du bilan de compétences qui viennent nous voir en disant « Mais attendez, là, c'est pas conforme, qu'est-ce que vous faites ?» Donc le contrôle est nécessaire.
mais le contrôle n'est légitime que dès lors qu'on a informé préalablement et qu'on a laissé le temps au secteur d'activité de s'adapter. Pardon, peut-être juste une question complémentaire sur, le contexte. Le bilan de compétences aujourd'hui, sauf erreur de ma part, est la quatrième thématique en termes de consommation du CPF, c'est bien ça? Oui, on a une forte attractivité du bilan de compétences qui ne cesse d'augmenter, hein. Les chiffres, augmentent significativement chaque année. 2022, c'est un chiffre rond, c'est 100 000. 100 000 personnes ont bénéficié du bilan de compétences en 2022. Alors c'est effectivement dans le top 5 ou dans le top 6 des formations proposées. Ça doit peser quelque chose comme 9 ou 10 de la demande. Et donc, on voit bien que c'est un dispositif qui rencontre son public, et qui, je dirais, est d'une impérieuse nécessité, dans les années à venir. La ministre parle de toutes les transitions professionnelles, enfin, qui sont devant nous. Le bilan de compétences, c'est l'outil qui nous permet de voyager dans notre vie professionnelle. C'est l'outil qui nous permet de nous déplacer dans les métiers, de nous reconvertir, de faire le point, de s'améliorer. Et donc, c'est une prestation qui nous est extrêmement chère, à la fois parce qu'elle est extrêmement utile et sur laquelle on a une responsabilité lourde parce qu'elle adresse l'intime. Merci. Cécile Bertrand, peut-être un complément, voir, quel est de votre point de vue pour la DGFP et peut-être pour le bilan de compétences en lui-même, l'intérêt de ce guide et de sa publication aujourd'hui? Oui, bonjour à tous et merci beaucoup d'assister aujourd'hui à ce webinaire et de m'y avoir invité. Je souscris totalement aux propos de Laurent qui l'a présenté. Je vais essayer d'apporter un petit complément, mais tout a été largement dit. Donc, le bilan de compétences est l'une des actions qui sont éligibles au CPF. C'est l'une des 4 actions qui est éligible en dehors des certifications inscrites au répertoire national. Et c'est en effet une action très fortement demandée par les titulaires parce que, comme vous l'avez indiqué, dans le top 10 des actions qui ont été souscrites par les titulaires de CPF, le bilan de compétences était numéro 4 en 2022. C'est donc une action incontournable, d'autant plus qu'elle permet d'analyser les compétences professionnelles et personnelles du demandeur en vue d'un projet d'évolution professionnelle. Et ça rejoint cette forte demande, une période après Covid où beaucoup d'actifs se sont réinterrogés sur leur évolution professionnelle. D'où vraiment la grande nécessité que ces bilans de compétences soient valorisés et puissent trouver une plateforme qui est Mon Compte Formation où les pratiques soient harmonisées. Le CPF, tel qu'il est actuellement mis en œuvre par la CDC via la plateforme Mon Compte Formation, donc est issu de la loi du 5 septembre 2018, et il recentre l'individu au cœur du choix de sa formation professionnelle. Et c'est pour ça que, comme c'est lui qui va être à l'origine de la souscription de l'action, il faut qu'il trouve vraiment un lieu où tout ce qui y est présenté sur cette plateforme soit totalement sécurisé, toutes les offres. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans les 2 dernières années. Il y a eu vraiment un succès massif du compte personnel de formation, mais ça a pu ouvrir la porte à certaines pratiques déviantes de la part d'organismes référencés, et c'est là-dessus que la Caisse des dépôts lutte et a lancé vraiment une régulation de cette offre. Et ce guide va permettre à tous les organismes qui dispensent des bilans de compétences de savoir ce qui est attendu ou non pour cette éligibilité au CPF. Ça se base aussi sur des critères qui sont totalement objectifs puisque législatifs, donc c'est vraiment l'esprit de la démocratie. Et il est important pour le ministère du Travail que ce guide ait été réalisé et partagé avec l'ensemble des acteurs représentatifs du secteur et qui sont les vrais experts de ce secteur, et qu'ils puissent faire consensus et que cela soit le point de départ pour les organismes qui le nécessiteraient d'une mise en conformité de ces pratiques sur Mon Compte Formation. OK, merci beaucoup. Alors peut-être pour entrer dans le vif du sujet, entre guillemets. Ah, Cécile, je vous ai perdu.
rebondir. Désolée. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez peut-être reposer le cadre ou rappeler le cadre juridique du bilan de compétences avant de rentrer vraiment sur la partie prise en charge? Oui. Oui, alors tout à fait. Donc le contexte juridique, donc comme vous le voyez et comme vous le savez, il est né de la pratique des entreprises, donc dans les années 80 et il est devenu un droit, à partir de la loi de 91 sur la formation professionnelle. Il a un cadre légal, comme je l'ai indiqué en propos introductif avec le L 6313-4 du code du travail et qui définit en fait ce qu'est un bilan de compétences, ce que n'est pas un bilan de compétences et comment il doit s'organiser. Notamment, par exemple, le nombre, d'heures maximum. Le bilan de compétences, l'action est éligible à un financement via le CPF avec, l'article 63-23-6 qui a intégré cette action depuis, 2017, dans la loi et des actions éligibles au CPF. Parfait, merci beaucoup. Géraldine Bourreau, on va peut-être rentrer maintenant, dans le cœur du guide et donc des règles de prise en charge. Je vais vous laisser présenter, dans le détail ce qu'est le bilan de compétences et finalement ce qui est pris en charge aujourd'hui, dans le cadre du CPF. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous je rejoins effectivement, mes collègues, pour vous remercier, de votre participation, à ce webinaire qui est effectivement une première pour nous et qui est très, je pense que ce sera une date, marquante pour nous dans, les échanges qu'on peut avoir avec les organismes de formation qui, proposent leurs offres sur la plateforme. Donc effectivement, comme il a été dit, le bilan de compétences, il est né à l'origine, de pratiques, RH, hein, au sein des entreprises et il a été considéré comme un outil suffisamment, important, impactant pour devenir finalement un droit. Et l'article L 6313-4 du code du travail définit bien ce qu'est le bilan et donc je vais commencer par ça. Heu, le bilan de compétences, donc il est destiné aux travailleurs. Donc on parle bien de personnes en activité ou en tout cas qui ont le statut de travailleur, pour analyser leurs compétences à la fois professionnelles et personnelles, hein, les hard skills et les soft skills, mais pas que, heu, ainsi que les aptitudes et les motivations afin de définir quoi? Puisque la finalité, un projet professionnel ou et un projet de formation. Donc comme il a été dit tout à l'heure et comme j'aime bien le dire aussi, le bilan de compétences, c'est la genèse en fait, vers une réorientation ou une montée en compétences quand un travailleur a besoin d'être accompagné pour, savoir, dans quelle voie, s'orienter. Donc, ça peut être un projet de formation ou un projet professionnel de reconversion. Donc le texte est assez clair sur ce qu'il y a dedans. Alors, comme il a été dit, l'avantage pour le bilan de compétences, c'est qu'il dispose d'un cadre légal qui est assez précis sur la manière dont il doit être mené. Donc on parle bien de 3 phases, dans le déroulement du bilan de compétences. Une phase préliminaire qui, concerne l'analyse en fait de la demande, de la personne. La phase d'investigation ensuite, où là, on va, construire, mais j'y reviendrai un peu dans le détail, juste après et on va construire avec la personne, on va l'accompagner à la construction, enfin, on va pas construire, on va accompagner la personne à construire son projet professionnel et à analyser finalement la pertinence pour la suite et la phase de conclusion, elle va se traduire par la rédaction d'un document de synthèse, donc qui viendra reprendre, l'ensemble des éléments, évoqués, décidés ou des pistes, pour que la personne parte avec un document qui lui permettra ensuite de prendre les meilleures décisions. Ce que dit aussi le texte, c'est, que la durée du bilan ne peut excéder 24 heures. Il ne donne pas, parce que je le dis par anticipation, le texte ne précise pas la durée minimale. Voilà. Par contre, on a une durée, maximale. Donc, je pense que dans ce cadre-là, les organismes de formation sauront trouver, le meilleur rapport, en fonction de la situation et du besoin de la personne. Alors
démarrer sur, aller un petit peu plus loin en fait sur, les différentes phases. Concernant la phase préliminaire, donc durant cette phase, le prestataire, du bilan de compétences, c'est la phase qui permet d'établir un peu le diagnostic, hein. Je vais le résumer comme ça. Le diagnostic, en analysant la demande et les besoins, de la personne, du travailleur, de vérifier évidemment qu'il est bien engagé et qu'il souhaite parce qu'il aura, du travail, des réflexions à fournir, hein, dans le cadre du bilan. Donc vérifier il est bien d'accord avec, cet engagement et puis, définir à la fois le format, qui lui conviendra le mieux, qui conviendra le mieux à son projet, évidemment les modalités. Donc concernant la seconde phase, donc, la phase d'investigation, c'est, la phase, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que la phase préliminaire, elle est extrêmement importante puisque c'est elle qui va permettre à l'organisme de formation de définir le meilleur cadre, la meilleure durée, les modalités, l'accompagnement adéquat en réalité. Et puis évidemment, la phase d'investigation va découler de toute la phase, préliminaire. C'est un peu une lapalissade ce que je dis, mais je pense que c'est important de se le redire quand même. Donc la phase d'investigation, c'est toute la phase d'échange, d'alimentation de la personne qui va l'amener à réfléchir sur, son projet. Des fois, les personnes arrivent, n'ont pas de projet, même je pense que c'est souvent le cas d'ailleurs. Elles sont un peu perdues, elles ne savent pas dans quelle direction aller et donc l'accompagnant va vraiment le conseiller, va, alimenter, va questionner, va, amener la personne à trouver ses propres réponses en réalité en construisant donc le projet professionnel et en vérifiant aussi la pertinence, et en lui permettant d'élaborer une ou plusieurs alternatives pour la suite, et donc ce qui amènera à la conclusion, soit la personne a besoin de se former, pour accomplir son projet, soit, elle a besoin de s'orienter plus, vers une validation des acquis ou une création d'entreprise. Enfin, il y a plein le champ des possibles est très vaste, hein. Tout dépendra effectivement de de l'avancée des échanges dans le cadre de la phase d'investigation et de voir aussi si on est, finalement en phase avec le projet initial. Parce qu'il y a des pistes qui se découvrent en cours d'investigation où la personne se dit: «Tiens, ah oui, mais ça, j'avais pas pensé à ça» et grâce à l'accompagnement, du conseiller et bien, d'autres portes peuvent s'ouvrir. D'où l'importance de la qualité de l'accompagnement, la qualité aussi de la définition des besoins à l'origine, la qualité de l'accompagnement, la qualité des personnes, et des compétences des personnes qui vont accompagner. Et puis, on en arrivera ensuite à la phase de, conclusion. Donc la phase de conclusion, qui, comme je le disais tout à l'heure, est, la phase qui va agréger toutes les informations, les échanges et qui sera formalisée, dans, un document de synthèse. Donc qui devra contenir, là vous le voyez sur l'écran à minima, l'analyse des compétences, hein. On parle bien de définir, analyser les compétences, ça c'est prévu, par le code du travail. Donc analyser toutes les compétences de la personne, la définition du projet professionnel ou au moins les pistes, hein, puisqu'il peut y avoir effectivement encore des points d'interrogation, à la fin, mais avec plusieurs pistes, et des propositions concrètes. Donc c'est là que la qualité aussi de connaissance du secteur, du marché du travail, est primordiale, donc pour accompagner, une personne, dans cette démarche. Les conditions, pour, évidemment, permettre la réalisation, des projets et puis, peut-être l'accompagner si la personne est déjà bien décidée et bien, bien au clair sur son projet, sur les prochaines étapes à envisager pour qu'elle puisse amorcer, une démarche, à l'issue du bilan. Donc en conclusion, Flavio, si tu veux bien passer juste voilà. Le bilan doit permettre d'explorer et valoriser les compétences de la personne, ses aptitudes et ses motivations. Donc, là, on est vraiment dans une définition, là où la personne parfois arrive sans trop savoir quelles sont ses compétences qu'elle peut valoriser
pour pouvoir réorienter ou peut-être passer à un autre projet, eh bien, clairement, à la fin du bilan, elle doit être en capacité de définir ses compétences personnelles et professionnelles, définir un projet ou, à défaut, ou le cas échéant, si elle souhaite, si elle préfère, un projet de formation. Et puis, évidemment, être en capacité avec tous ces éléments-là, de se dire: «Tiens, si je me fais démarcher ou si je réponds à telle offre d'emploi, je saurai comment, négocier, heu, et mon poste et peut-être ma rémunération ou une évolution de carrière si elle ne souhaite pas, partir, de l'entreprise». Et comme je le disais tout à l'heure, évidemment, heu, cela doit se conclure par, l'analyse de faisabilité, au regard des besoins du marché. Alors peut-être Voilà, juste, sur les 3 phases. Peut-être, conclure aussi sur, puisque ce sont des questions qui sont régulièrement, posées sur, finalement, quelles sont les compétences attendues, de l'organisme de formation ou de la personne qui accompagne? alors Géraldine, pardon, je vais Je vous juste ai vous peut-être, interrompre. devancé, Christophe. Oui, mais ça, peu Pardon. importe, vous me squeezez, il y a aucun souci. Je vais juste me faire l'écho de en synthétisant Oui, je vous 2-3 en prie. questions que j'ai vues passer et qui concernent justement les différentes phases et surtout ce qui est pris en compte dans les 24 heures du bilan de compétences. Il y a des demandes pour savoir si la phase préliminaire est intégrée dans ces 24 heures ou également si le suivi est également, dans les 24 heures. Alors je ne sais pas ce qu'on appelle le suivi, je pense que c'est post-bilan, c'est ça? Savoir, A si, où priori. en est la personne, où elle en est de son alors je vais déjà, répondre à la question sur la phase préliminaire. Le bilan de compétences, il comprend les 3 phases. Donc oui, la phase préliminaire est bien intégrée, dans le bilan. Sur le suivi, je pense que c'est le petit plus qui permet à l'organisme de formation, c'est le petit plus qui est nécessaire en fait, pour accompagner jusqu'au bout la personne et qui permet aussi à l'organisme de formation, de mesurer l'impact de son accompagnement. Donc pour moi, sans suivi, je vois mal comment un organisme de formation peut mesurer l'impact, à la fois de son accompagnement, mais aussi la qualité de son accompagnement, la justesse de son offre. Donc le suivi, il peut être fait en dehors, mais clairement, voilà, pour moi, c'est un passage obligé. Effectivement, il n'est pas prévu, dans les textes, dans la phase de conclusion, puisque la conclusion n'est pas dans le suivi, hein. Oui, mais ça fait partie de la qualité de l'offre, C'est un globale, on gage va de dire. qualité, absolument. OK. Alors désolé pour cet intermède et je vous rends la main donc sur les compétences, pardon, attendues des prestataires, de bilan de compétences, justement. Oui, alors, on est au-delà des compétences, on est aussi sur le déroulement, hein, dans quel cadre doit se dérouler le bilan de compétences, et surtout l'accompagnement. En fait, la personne a besoin, d'être rassurée, sur l'accompagnement en discrétion, en confidentialité. Elle doit être rassurée aussi qu'elle est accompagnée à titre personnel. C'est aussi pour ça et vous le verrez après dans ce que n'est pas, alors je ne sais pas si on l'a mis ensuite, dans la slide sur ce que n'est pas, mais en tout cas dans le guide on l'indique, que, les accompagnements collectifs ne sont pas des accompagnements, heu, voilà, dans le cadre d'un bilan de compétences, hein. Il peut y avoir des moments d'échange en collectif, mais un bilan de compétences, il est bien personnel, ça a été rappelé en introduction. Ça relève de l'intime, ça relève du personnel, d'une démarche tout à fait, personnelle et donc en ce sens, la personne doit être rassurée là-dessus. Ensuite, en termes de qualification des professionnels qui accompagnent, évidemment, comme je l'ai dit, il est nécessaire que ces personnes, puissent, avoir, différentes compétences. Alors après, un organisme peut avoir, différents professionnels avec différents profils, hein, qui se complètent. Mais on a indiqué dans le guide des psychologues du travail, parce qu'on sait qu'il y a une dimension personnelle, comme on l'a dit tout au long, qui est très importante et il y a un besoin. Des spécialistes en gestion de carrière, ressources humaines,
orientation professionnelle, c'est nécessaire pour pouvoir être en mesure à la fois de définir le besoin, d'analyser, d'accompagner et aussi d'amener la personne vers les pistes d'orientation, de formation, de création d'entreprise ou autres démarches les plus adéquates. Voilà, et concernant juste l'organisme de formation, on ne l'a pas mis dessus, mais évidemment, pour pouvoir exercer, en tout cas sur mon compte formation, il doit respecter l'intégralité des conditions liées au référencement d'un organisme de formation, donc détenir un NDA, avoir le certificat Calliope spécifique au bilan de compétences et donc pour pouvoir travailler sur mon compte formation. Et alors, avant de passer aux questions, et notamment celles sur Calliope, puisqu'il y en a quelques-unes, vous avez commencé à l'évoquer. On a parlé beaucoup de ce qu'est le bilan de compétences. On va peut-être faire un petit focus pour finir sur ce que ce n'est pas. Alors, ce que ce n'est pas, vous avez vu un gros sens interdit, hein. C'est très visuel comme ça. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte au fil de l'étude des référentiels qui sont diffusés sont proposés sur la plateforme. On retrouvait un petit peu de tout. Alors, ce que ce n'est pas, surtout, c'est un parcours de formation, parce qu'on voit énormément de formations métiers qui sont logées sous le bilan de compétences. Donc pas du tout, hein. Le bilan est préalable, en fait, à un parcours de formation, mais ce n'est pas un parcours de formation qualifiant ou certifiant. Ce n'est pas non plus un conseil en évolution professionnelle, hein. Il y a vraiment une distinction. Le bilan de compétences sera bien plus complet, à mon sens, et je pense que c'est le cas qu'un conseil en évolution professionnelle, mais l'un peut aller avec l'autre, hein. Ça n'enlève rien. Ce n'est pas non plus un accompagnement à rechercher un emploi, lettre de motivation, CV, parce que ça aussi on le voit, hein, un accompagnement, vraiment spécifique dans la recherche, d'emploi. C'est bien plus que ça en fait, hein, c'est bien au-delà de ça, surtout. Ce n'est pas non plus un bilan de carrière parce que là, on en voit énormément, des bilans, avant la retraite. Non, le bilan de compétences, comme on l'a dit tout à l'heure, il vise à définir un projet professionnel ou un projet de formation. Il n'est pas là pour définir ce qu'on va faire lors de sa retraite. C'est pas du tout, tout comme on le voit aussi pour des jeunes, des bilans d'orientation pour des étudiants. Ce n'est pas ça le bilan de compétences. C'est pas le public étudiant n'est pas visé par le dispositif du bilan de compétences au sens du L 63 13 du Code du travail. Et ce n'est pas non plus du coaching personnel, hein, parce qu'on voit fleurir le qualificatif de coaching. Alors moi, j'ai rien contre le coaching, hein, à titre et personnel, et la Caisse des dépôts n'a rien contre le coaching, mais ça ne peut pas être un coaching au sens développement personnel, accompagnement dans le bien-être, confiance, estime de soi, etc. Ça, ce sont des prestations qui ont toute leur place, mais pas dans le cadre du bilan de compétences et pas sur mon compte formation en l'occurrence. Ce n'est pas certifiant, donc non. Ce n'est pas un stage de bien-être, donc c'est dans et donc le préparation à la retraite, ça je l'ai dit. Il pourrait y avoir d'autres cas de figure, mais là, ce sont les principaux que nous avons listés. Voilà, Christophe, sur ce que n'est pas le bilan de compétences. Merci beaucoup. Écoutez, on va commencer à prendre des questions. Alors, a priori, tout le monde a bien compris comment ça marche parce qu'il y en a beaucoup. Au cas où, pour les retardataires, les questions se posent sur Bicast. Vous avez ou le QR code ou le lien qui sont affichés avec le code de session et vous passez par là pour les questions. Celles qu'on ne pourra pas poser aujourd'hui, vous aurez une majorité de réponses dans la FAQ qui sera mise en ligne rapidement. Une première question, toujours liée aux 24 heures et surtout à l'enchaînement de bilan de compétences. Est-ce qu'il est possible de proposer une offre bilan de compétences de 24 heures, puis d'autres successives, 18 heures, puis 13 heures? Et sinon, pourquoi? Et demande pour quelles raisons professionnelles? D'abord, une réponse de portée générale. Si le bilan de compétences a une limite de temps fixée à 24 heures, c'est que c'est une prestation qui se fait en densité. On ne s'installe pas dans un bilan de compétences qui dure des mois, en fait, hein. Ce n'est pas une prestation qui est diffuse.
c'est une date de début, une date de fin, un résultat. Et on voit bien que le produit de sortie, hein, c'est-à-dire le bilan écrit, est important. Donc nous, on tient à ce qu'il y ait cette logique de photo, d'instantané, et que ce soit une prestation qui soit ramassée et bien bordée dans le temps. Alors, là, ça sort du bilan de compétences, mais comment ça fonctionne sur EDOF? L'organisme de formation, il peut ajuster la durée de la prestation en fonction de la capacité de l'individu. Donc, vous pouvez très bien avoir une demande pour un bilan de compétences qui dure 24 heures. Vous rencontrez l'intéressé, et puis là, vous vous dites, mais finalement, je pense qu'en 20 heures, ça suffira. Vous avez toutes les fonctionnalités dans EDOF pour passer de 24 heures à 20 heures et ajuster la durée du bilan. Alors, hop, pardon. Il y a quelques questions aussi par rapport à Calliope et à la sous-traitance. Alors, il y a une question un petit peu large pour savoir quand la prise en compte de Calliope pour les sous-traitants sera active. On sort un peu du cadre du bilan de compétences et savoir si ça va s'appliquer et selon quelle modalité, justement, dans le champ du bilan de compétences. Bon, ça, il y a une phase de concertation hein, sur la question du décret sous-traitant. Ce n'est pas l'objet. Plus spécifiquement, pour les opérateurs de formation qui travaillent dans le bilan de compétences, nous, on posera deux questions. La première, c'est la régularité de la prestation au décret qui sera publié. Ça, on ne connaît pas le contenu. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est comment l'opérateur contrôle la qualité de ses sous-traitants. Je vais être un peu caricatural, mais j'ai un réseau de conseillers qui font du bilan de compétences partout en France. Et au moment où la caisse vient me voir pour mesurer conformité et qualité, à ce moment-là, je suis incapable de dire comment je vérifie que mes sous-traitants font bien leur travail, comment je contrôle les bilans de sortie, comment je les recrute, mes sous-traitants, comment je les forme, comment je m'assure que ça ne dérive pas dans le temps. Ça, on va vraiment interroger les opérateurs. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la chaîne de contrôle qualité qui va lier le donneur d'ordre à ses sous-traitants. Parce que il doit en répondre. Il doit en répondre sur le volet contractuel, il doit en répondre sur le volet qualitatif. Et donc, l'organisme de formation qui ne sera pas en mesure de nous justifier qu'il contrôle effectivement la qualité de ses sous-traitants ne pourra pas démontrer qu'il maîtrise sa prestation. Indépendamment du texte. OK. J'ai aussi quelques questions sur le référencement, donc sur mon compte formation. Alors, pour quelqu'un qui propose du bilan de compétences à distance et seulement à distance, combien d'offres peut-il référencer ou peuvent être référencées? Et alors c'est complémentaire peut-être. Quels sont les éléments différenciants qui permettent de référencer plusieurs offres, justement? Bah, là, moi, j'ai envie de retourner la question. On a fait une demi-heure pour dire que le bilan de compétences, c'était une seule offre. C'est un objet, quoi. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi il y aurait plusieurs bilans de compétences qui seraient différents. En réalité, on est là pour. Enfin, ce produit doit être identique partout dans son essence et dans son contenu. Par contre, là où vous pointez une bonne question, c'est comment, sur des prestations qui sont très normalisées, très réglementées, on arrive à mettre en place un outil qui permette aux organismes de se différencier. Et on a ce sujet-là sur le permis de conduire, notamment, sur tout un tas de formations dans lequel le contenu pédagogique est très, très normé. Et donc, la différenciation entre les opérateurs de formation, elle se fait sur d'autres champs. Ça, pour l'instant, on ne l'adresse pas dans la plateforme, mais c'est un sujet qu'on a bien en tête. On peut résumer en disant, on est plusieurs à vendre une prestation qui s'appelle du bilan de compétences qui est très cadré. Comment je permets de montrer des différences entre les offres qui vont permettre à l'usager de choisir convenablement. Ça, c'est un chantier qu'on nourrira
vraisemblablement à l'étude au deuxième semestre 2023, pas avant. OK. Peut-être, Géraldine, revenir sur la partie, heure minimale. Donc vous avez bien dit qu'il n'y a pas de minimum, prévu réglementairement, c'est bien ça, Non. j'ai tout compris? C'est ça. Heu, il y a quand même quelques questions ou, inquiétudes finalement, qui semblent, comment dire? Laisser transparaître, un questionnement sur, la qualité du bilan de compétences. Est-ce que vous regardez, au niveau de la prise en charge, un niveau minimal ou, finalement ça une fois que c'est référencé, ça peut passer? Non, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne regarde pas évidemment, si j'ai une offre, d'1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin, faut être aussi un peu raisonnable. Je pense que la meilleure réponse, c'est de poser la question finalement, aux spécialistes du bilan de compétences pour savoir quel est selon eux le minimum, on va dire la durée minimale à partir de laquelle on peut considérer qu'on peut accompagner de manière qualitative et complète sur les 3 phases, une personne dans un bilan de compétences. Évidemment, ça va je comprends bien la question, c'est-à-dire qu'entre 24 heures et 5-6 heures, 10 heures, j'en sais rien, en fonction de la maturité du projet, de la maturité de la personne à se projeter, dans son futur, on va pas accompagner de la même manière, l'accompagnement sera pas tout à fait, le même. Mais, me semble-t-il, en dessous de 10 heures, ça me paraît, léger, mais encore une fois, je ne suis pas la mieux placée pour, en parler. Ce sont, les spécialistes tels que, la FFP-ABC, le CIBC, la SBC. Je pense qu'il il faut que les organismes de formation, les professionnels, s'ils ne sont pas sûrs de leur, du minimum, à mettre pour pouvoir accompagner convenablement une personne, c'est d'abord un de se renseigner auprès des professionnels et 2 aussi de mesurer l'impact. On le disait tout à l'heure, hein, mesurer l'impact, voir, comment la personne a pu s'orienter si, à la sortie, il y a eu un impact fructueux à l'accompagnement. Ouais, alors pour compléter, ce qu'évoque Géraldine, je pense que enfin, il faut être sérieux. Un bilan de compétences qui dure 5 heures ou 6 heures, moi je sais pas comment ça peut exister, quoi. L'entretien préalable, si vous y passez moins d'1 heure, ça me paraît bizarre. Les travaux, que vous pouvez faire pour vérifier si le projet professionnel est réaliste et réalisable, en 2-3 heures, ça me paraît bizarre et puis rédiger le bilan, bon, donc je pense qu'à un moment donné, enfin, nous, on va pas on n'est pas là pour faire de la gestion de fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire, c'est 7 heures, c'est 19 heures, c'est 19h30, c'est 20 heures. Mais soyons raisonnables. Un bilan de compétences, les professionnels vont vous dire que, bah, en dessous de 20 heures, ça commence à être compliqué de faire quelque chose de satisfaisant. Je rappelle d'ailleurs que, on peut rentrer dans un bilan de compétences dont on a estimé enfin, dont l'offre est à 20 heures, se rendre compte, qu'à la 16e ou à la 17e, l'affaire est finie Mmh. et ça se traduit par un service fait partiel. Et donc vous pouvez très bien partir sur un bilan de compétences à 20 heures, constater qu'il est fini à la 16e, et donc déclarer que vous avez travaillé 16 heures et vous facturerez que 16 heures. On remboursera le reliquat, à l'usager, et il y a pas de sujet, quoi. Donc moi je pense qu'à un moment donné, on doit collectivement être lisible sur le bilan de compétences. Et quand je dis on doit être collectivement lisible, c'est pas qu'une question de règles entre la caisse et les opérateurs, c'est aussi une question de bon sens. C'est qu'est-ce qu'on veut publier collectivement comme offre de bilan de compétences sur le CPF? Mmh. Est-ce qu'on veut avoir dans le moteur de recherche des bilans de compétences à 2 heures, des bilans de compétences à 4 heures? Plus personne n'y comprend plus rien, personne peut comparer les coûts, C'est ça. et tout ça devient quand même un peu le bazar. Donc il y a 2 options. L'option qu'on a choisie aujourd'hui, c'est une option de semi-liberté. On a fait un cahier des charges sur le bilan en disant, bah, chaque opérateur de formation est un professionnel, il va réagir en tant que professionnel, il ne va pas nous mettre n'importe quoi dans le moteur de recherche. Si dans 1 an, on se rend compte que, on a toujours des choses un peu exotiques, eh ben, on passera à une autre étape qui sera, nous, on les saisira nous-mêmes, les bilans de compétences. Et on normalisera un peu plus.
Moi, je pense qu'on est tous collégialement responsables. Vous savez, nous, on ne va pas aller embêter un opérateur de bilan de compétences qui a fait 21h02 au lieu de 22h. Je crois que le sujet, ce n'est pas celui-là. Non. Le sujet, c'est en dessous de quel volume horaire tout ça s'appelle tout sauf du bilan de compétences. Et pour rester dans le cadre justement du découpage horaire du bilan de compétences, il y a des questions sur ce qui rentre dans les 24 heures et savoir s'il y a des recommandations, notamment sur la répartition entre travail individuel et travail avec le conseiller en bilan de compétences. Et bon, on peut peut-être commencer par ça. Le travail individuel, il ne se facture pas. C'est-à-dire que quand votre stagiaire travaille, a priori, on ne vous facture pas de prestations. Donc, bon, mais je pense qu'on peut faire un peu la dernière question sur ces questions d'horaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le bilan de compétences, c'est avant tout un échange entre deux êtres humains. C'est une prestation d'accompagnement. Et c'est ça qui est facturable. Voilà. En dehors de ça qui est facturable, l'opérateur de formation, il va mettre en place pour l'individu un certain nombre de ressources pédagogiques que la personne va pouvoir utiliser de manière individuelle, autonome, asynchrone, éventuellement collective. Ça fait partie du bilan de compétences, mais ce n'est pas la prestation qu'on facture. Et de la même manière que le suivi après, ça relève aussi du contrôle qualité que chaque opérateur de formation doit faire. Et ça, c'est inclus dans la prestation. Donc, je dirais que les 24 heures, c'est le temps humain d'accompagnement. Tout le reste, c'est de la ressource pédagogique, c'est du temps collectif, Et c'est ça la différenciation dans un opérateur de bilan. Il y a un opérateur de bilan qui va dire, moi, je propose qu'un temps de conseiller. Puis il y a un opérateur de bilan qui va dire, je mets tel module, j'ai des questionnaires, je fais la roue des couleurs, je fais du MBTI, je fais tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est votre savoir-faire. Mais c'est ça qu'on regarde. OK. Une dernière question, un petit peu dans le même cadre. La slide sur ce n'est pas le bilan de compétences a créé quelques émotions. Il y a notamment des questions sur le fait de savoir si le CV ou la lettre de motivation sont des sujets qui peuvent être abordés dans le cadre du bilan de compétences ou si c'est proscrit, interdit, surtout pas. Le sens Oui, non, interdit mais a fait bien mal. sûr, bien sûr qu'on peut aborder le CV et la lettre de motivation puisque ça va. Si dans le cadre de la définition du projet de la personne, il y a un projet de recherche d'emploi à la clé et que cette personne a besoin d'être accompagnée sur l'écriture du CV et de la lettre de motivation, bien sûr. Cependant, ça ne doit pas représenter une partie très, très importante. Ça ne doit pas gréver en fait tout le reste de l'accompagnement. Mais évidemment, on est toujours sur la question du besoin et de l'impact derrière de l'accompagnement et du sens du bilan. OK. J'ai quelques questions beaucoup plus pratico-pratiques. D'un head-off, où peut-on changer la durée de 24 heures à 20 heures? Bon, ça, on va publier. J'ai beaucoup de questions autour de ça. On va voir pour que les équipes publient le petit guide. Quand l'usager veut, bon, alors je vous trouve pas le truc des outils, mais quand l'usager vient avec une demande d'inscription à 20 heures, vous répondez. Vous avez une étape dans laquelle vous répondez. Et quand vous répondez, vous pouvez ajuster. Mais on va faire un petit fascicule d'1 ou 2 pages qui répond à la question comment ajuster le contenu au moment de la contractualisation. OK. Et d'ailleurs, dans les conditions générales d'utilisation, vous pouvez diminuer à hauteur de 100 à 0 et augmenter de 100 à 115%. C'est-à-dire que, alors j'ai 15% de 20, si vous avez une offre à 20 heures dans le moteur de recherche, le résultat final du contrat peut se situer entre 23 heures et 0 heure. Puisque vous pouvez augmenter la durée de 15% et la diminuer jusqu'à 0. Donc, en mettant une offre à 20 heures,
au moment de la discussion avec le stagiaire, vous pouvez l'augmenter de 15%, donc la passer à 23 heures si jamais c'était nécessaire, parce que et vous pouvez la baisser. Donc ça, on va faire un petit fascicule là-dessus. Ok. Et j'en profite pour rappeler ce que j'ai dit au départ. Tous les éléments vont être mis en ligne. Donc, ce sera fait rapidement et ce sera adressé aux participants, je suppose. Alors, il y a quelques questions Moi, sur... moi Pardon. Christophe, pardonne-moi, Ouais, mais je vois deux questions sur la question des retraites. ouais, j'allais y venir. Vas-y. J'en ai une qui est: une personne en fin de carrière peut-elle faire un bilan de compétences pour gérer sa fin de carrière? Et une personne de 62 ans peut-elle faire un bilan de compétences pour se reconvertir sur les 2 dernières années? Je pense que Géraldine a répondu. Le CPF, ce n'est pas l'université du temps libre. Donc, le bilan de compétences préparer ma retraite, celui-là, non seulement on considérera qu'il est inéligible, mais en plus, on considérera que la fraude est intentionnelle. Maintenant, le bilan de compétences de quelqu'un qui a 60 ans, qui doit se reconvertir parce qu'il a une maladie professionnelle, qui n'a pas atteint assez de droits ou qui va faire un cumul emploi-retraite et qui va changer d'activité pour ce faire, ça a de l'intérêt. Mais vous imaginez bien qu'on ne va pas dépenser entre 1 500 et 1 800 euros par individu pour permettre de convenablement passer sa retraite. Je pense qu'on a aussi une responsabilité collective dans la gestion de cette prestation. Et d'ailleurs, il y a une très bonne question qu'on pose, et souvent la réponse de l'opérateur nous donne déjà pas mal d'indications sur sa qualité, c'est est-ce que vous avez refusé de prendre des bilans de compétences? Un, parce que en phase préliminaire, vous avez considéré que la motivation était pas bonne, ou deux, parce que le projet de l'individu n'était pas construit. Et quand l'opérateur dit non, non, je prends tout le monde, bah déjà, c'est un début de questionnement. Dans les questions d'actualité, alors peut-être un petit peu moins récentes que celles sur les retraites, il y a deux sujets sur lesquels il y a peut-être des précisions à apporter. Celui du reste à charge, savoir si ça s'applique et de quelle manière ça se matérialise pour les personnes qui entament un bilan de compétences sortant de travail. Ça, c'est des questions à poser au gouvernement. Ce n'est pas le rôle de la Caisse. Vous savez, nous, la Caisse des dépôts, on est là pour opérer. On essaye de bien le faire, on essaye de le faire avec vous. Moi, je pense que si on veut que le CPF continue à progresser et à prospérer, notre intérêt collectif, c'est de montrer qu'il est maîtrisé dans sa qualité et qu'on a des résultats opérationnels sur le CPF. Donc, je vais être très concret. Si j'ai des prestataires de bilan qui mettent dans le bilan des gens qui sont à la retraite, quand on va faire les études sur les trajectoires sortants, on va dire qu'ils n'ont pas trouvé de boulot. Et donc, on va considérer que l'impact du bilan de compétences sur les trajectoires, il est faible. Est-ce qu'on a vraiment envie que collectivement on fasse ça? Je ne crois pas, hein. Donc, on transmettra la question au ministre que ça intéresse. On devrait le trouver. Autre sujet, celui qui est lié, je pense, à la loi sur la lutte contre les fraudes. Est-il possible de communiquer sur les réseaux sociaux, sur un site internet ou autre, sur les bilans de compétences proposés par les organismes et le fait qu'ils peuvent être financés via le CPF, ou est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'on rentre dans le cadre finalement de la loi adoptée fin d'année dernière? La question, c'est: peut-on faire de la promotion des bilans de compétences finançables par le CPF sur les réseaux? Tout à fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ce que la loi interdit, c'est le démarchage, et essentiellement le démarchage, mais aussi alors le démarchage des publics, mais aussi toute forme de promotion via les réseaux. Oui, mais dans le Cécile, cadre je d'un te laisse démarchage. ajouter, Oui. mais dans le cadre d'un Donc, démarchage, on est d'accord? voilà, et un démarchage, donc c'est une prospection ciblée vers un individu. C'est ça. Mmh. Donc Donc si la question c'est, excuse-moi Cécile, si la question c'est: peut-on promouvoir vis-à-vis d'une personne via les réseaux? La réponse est non.
Peut-on promouvoir via les réseaux une offre au sens large du terme sans viser des personnes? La réponse est oui. C'est ça. Après, ouais, puis je pense revenons un peu au bon sens agricole. Vous faites un site internet dans lequel vous expliquez ce que c'est que le bilan de compétences, vous expliquez à quoi il sert, vous expliquez son intérêt, vous prenez la peine d'expliquer que tout ça n'est pas gratuit, que c'est la contribution des entreprises, et que le droit du CPF c'est quelque chose de précieux, et donc vous participez à une image satisfaisante du CPF, vous n'aurez pas de problème. Personne ne viendra vous embêter. Maintenant, vous mettez le bilan de compétences sur vente privée, vous prenez l'influenceur lambda pour dire va faire du bilan de compétences, c'est gratuit, et puis éventuellement, tu auras un goodies à côté. Là, on sera intraitable. Je pense que bon, il y a le droit, et puis il y a je dirais, la manière dont on le met en œuvre. Nous, on soutiendra systématiquement des opérateurs de formation qui montreront de la pédagogie, qui témoigneront de l'intérêt général et qui feront les choses dans les règles de l'art. Et on sanctionnera systématiquement les opérateurs qui iront chercher du côté de l'achat impulsif, de l'achat commercial. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous dit un bilan de compétences. C'est pas je fais mon CV et ma lettre de motive, c'est pas pour les retraités, etc. Mais ça, quelque part, j'ai envie de vous retourner le truc. Si vous êtes des pros du bilan de compétences, on ne vous l'apprend pas. OK. Alors j'ai une question un petit peu générale, mais qui semble, pas mal revenir sur, la différence entre bilan de compétences et bilan professionnel. Est-ce que vous pouvez préciser les choses, s'il vous plaît? Alors, le bilan professionnel, c'est un bilan qui est effectué au sein, de l'entreprise, justement par, le service des ressources humaines. Donc, on est sur, Oui, c'est l'entretien professionnel, en fait. ouais, c'est le bilan professionnel, c'est l'équivalent d'un entretien professionnel, mais avec, évidemment une visée, bilan, vers quoi je m'oriente ensuite, donc c'est vraiment propre à la démarche RH, de l'entreprise et de l'employeur. Le bilan de compétences, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer depuis le début de l'heure, qui s'écoule là, donc c'est réglementé et voilà la réponse, entre, la différence entre le bilan professionnel et le bilan de compétences. Et Christophe, si vous me permettez, j'ai vu une question, s'agissant de la transmission, une entreprise qui finance un bilan peut-elle exiger la synthèse? La réponse est non. Le bilan et la synthèse, ce sont des démarches personnelles et même si c'est l'employeur qui finance, si la personne ne souhaite pas communiquer la synthèse, elle en a parfaitement le droit et en tout état de cause, l'employeur ne peut certainement pas l'exiger, même s'il l'a payé. La transmission relève de la relation entre l'employeur et le salarié, sauf erreur de ma part. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, le meilleur conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est adhérer à un réseau professionnel. Choisissez celui qui vous va le mieux. Mettez-vous dans des associations qui sont là pour faire évoluer le bilan de compétences. Ils ont des capacités d'accompagnement, ils publient des choses, et donc c'est vers eux qu'il faut se tourner pour continuer à avoir du contenu. Ouais. OK. Alors je suis désolé Laurent, je vais juste revenir sur la question du reste à charge qui a priori, intéresse quand même beaucoup de monde. En dehors, Oui. en dehors des éventuelles évolutions réglementaires qui, entre guillemets, «nous concernent pas aujourd'hui», est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir un reste à charge, pardon, pour quelqu'un qui souhaite faire un bilan de compétences? Oui? Non? Bah, le alors, ça s'appelle pas un reste à charge, c'est-à-dire que Oui, le terme est ouais, peut-être mal oui choisi ou sur effectivement. c'est-à-dire qu'en fait, la question qui est posée, si je reformule la question, c'est si j'ai pas assez de droits CPF pour acheter le bilan de compétences que je veux acheter, comment je fais? C'est ça C'est la ça. question, Ouais. j'imagine. Eh D'accord. ben, si j'ai 1 000 € de droits et que je veux acheter un bilan de compétences à 1 400 €, bon, la première option, c'est que l'opérateur me fasse une remise de 400 €. On ne peut pas l'exclure non plus. Ça, c'est la première option.
La deuxième option, c'est je vais mettre ma carte bleue et je vais compléter les 400 € qui manquent. Et la troisième option, c'est mon employeur, la branche professionnelle, la région va venir compléter mon financement. Et Pôle emploi pour les personnes en demande d'emploi. C'est toujours là, Christophe? Christophe, on vous a perdu, je pense. On a peut-être. Oui. Ah, si, ça y est, on a. Voilà, ça marche mieux avec le micro activé, effectivement. Alors, je vous pose la question, puisqu'on a un petit peu dépassé le temps. Est-ce qu'on tente une dernière question ou on renvoie vers la Allons-y, FAQ? allons-y. Oui, allons-y. La dernière. La dernière. Alors, attendez, il faut juste que j'aille la chercher, hein, puisque là, j'avoue que j'ai quelques soucis techniques, au cas où ça ne se serait pas remarqué. Hop. Oui, bah, une qui est pratico-pratique, finalement, sur la question du délai de rétractation. Est-ce qu'il est possible, à la demande du bénéficiaire, de faire démarrer, pardon, l'action de bilan de compétences avant la fin de ce délai? Alors, non, non, non. Mais ou pas? Non. Il n'y a pas de mais, il y a 3 fois non, parce que c'est il y non a 3 avec fois non. un en majuscule. Voilà. Alors, le bilan de compétences, c'est une prestation qui est extrêmement importante, mais raisonnablement, on ne va pas se dire que c'est une opération à cœur ouvert et qu'on ne peut pas attendre 11 jours pour Bah commenter, oui, quoi. bah oui. Donc, il faut qu'on respecte le délai de rétractation, il faut qu'on respecte le droit de chaque stagiaire à dire finalement, je renonce. Alors d'abord, je rappelle que le droit de rétractation, c'est quand même un droit européen. Alors, on est sur une hiérarchie de la norme assez élevée quand même. Et une fois de plus, je ne vois pas un seul cas dans lequel il y aurait une urgence complète à démarrer une prestation de bilan de compétences dans laquelle on se dit qu'il y a un travail. Vous avez beaucoup échangé sur 24 heures, pas 24 heures. Alors, moi, je vous dis ce que je pense du bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est une durée de prestation qui est dense et c'est une durée de digestion chez le stagiaire qui fait chez lui. Il vient, il passe 1 heure avec vous, vous lui posez des questions, vous l'interrogez sur sa pratique, il revient chez lui, il dort dessus, il réfléchit, il revient vous voir. Donc, c'est un temps. Donc, non. Donc, non pour les retraités, non pour un bilan de compétences qui prend 14 heures de rédaction de CV, de lettre de motivation, non pour un bilan de compétences qui s'appelle du coach de vie, du coach professionnel ou comment je me prépare à mon entretien professionnel, non un bilan de compétences, ça ne dure pas 5 heures, et oui pour une prestation qui soit respectueuse des parcours, suffisamment qualitative, et je pense que ce que je dis là, peut être mis dans la bouche de au moins 1000 sur 1000 personnes qui sont dans ce webinaire. OK, ça a le mérite d'être clair. Bah, merci beaucoup. Je vous propose qu'on en reste là. Donc, je répète ce que j'ai dit au début. Tout va être mis en ligne, le replay du webinaire, une FAQ avec les réponses qui ont été apportées aujourd'hui et celles qui n'ont pas eu le temps d'être apportées ou aux questions qui n'ont pas eu le temps d'être posées. Et également la présentation PowerPoint, plus le fascicule dont Laurent a parlé en cours de webinaire, mais qui risque d'arriver un petit peu plus tard, peut-être, sauf erreur de ma part. Peut-être, Laurent, un mot de conclusion, et puis moi je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci à vous. Merci à toi, Christophe, de nous avoir fait le privilège d'animer. Merci et spécial dédicace à Mirella, à Flavio, à Laura que vous ne voyez pas. Et un grand merci à Géraldine pour cette magnifique séquence. Et puis merci à Cécile. Merci à Cécile. Merci à tous. Merci beaucoup.